Bonjour à tous et bonjour à Montréal. Donc, je vais vous parler de cette approche infocommunicationnelle du travail de santé des patients. Alors, très rapidement, donc je vais commencer par parler de nos terrains, des méthodes d'investigation, poser les éléments du cas d'analyse et puis donner des éléments de résultat, notamment autour de la question de ligne de travail des patients et de leur recomposition avec la e-santé. Alors, les terrains, pour ceux qui m'ont déjà entendu, il y en a un que vous commencez à connaître. Donc, le premier terrain, c'est un programme de recherche sur l'acceptabilité sociale et organisationnelle d'un dispositif de suivi de patients atteints de déficience cardiaque. Donc, une recherche qui nous a permis de faire des entretiens semi-directifs approfondis auprès de 47 patients, dont 12 patients revus 12 à 18 mois après leur première intégration dans l'expérimentation concernée. Et donc, 29 entretiens auprès des professionnels de santé, et notamment de ces infirmières qui faisaient ce travail à distance. Le programme en cours, je regarde si je arrive à, mais enfin, sinon vous devinerez la suite. C'est le programme REMED, donc sur des dispositifs de suivi de patients atteints de cancer. Donc un programme de recherche financé par le LABEC Structuration des mondes sociaux. Donc un travail qui a commencé depuis 1 an et qui nous a amené dans un premier temps à faire des entretiens semi-directifs auprès de tous les professionnels et notamment infirmiers, parties prenantes de ce dispositif, et je vais en parler un peu plus, et des observations de situations d'interaction, donc avec 30 heures d'observation à ce jour, mais qui vont évidemment se poursuivre. Alors, pour le dispositif de suivi de patients atteints de déficience cardiaque, donc c'est ce dispositif qui mettait au domicile du patient donc une balance connectée, un boîtier sur lequel ils doivent répondre à un certain nombre de questions et un classeur d'éducation thérapeutique des patients avec donc un algorithme qui traite les réponses saisies sur le boîtier et des appels téléphoniques réguliers, environ tous les… enfin, ça dépend un petit peu de la pathologie et de la situation du patient, mais entre tous les 15 jours et tous les mois sur des aspects d'éducation thérapeutique des patients ou en cas d'alerte transmis par ce dispositif. Pour ce qui est donc du programme REMED, ce sont des patients donc sous chimiothérapie avec traitement effets secondaires graves pour des patients fragiles, notamment faisant intervenir des questions d'inégalité sociale de santé ou qui ont plusieurs pathologies. C'est aussi des patients qui sont concernés par quelque chose qui est encore assez innovant, les thérapies ciblées orales, mais qui transforment assez profondément, donc le patient prend à domicile des médicaments extrêmement contraignants avec des effets secondaires très, très élevés et une nécessité de suivi important. Et donc, on s'interroge sur comment le travail des patients est renouvelé et comment se pose dans ce contexte de développement d'ambulatoire. Donc, au-delà des cas précis, c'est toute cette question du développement de l'ambulatoire et des déplacements de frontières que ça peut induire. Alors, on questionne ces dispositifs, donc comment est-ce qu'ils s'insèrent ou pas dans le travail de santé des patients et avec les patients. Je vais revenir sur cette notion de travail de santé qu'on utilise. Comment est-ce que ces dispositifs redistribuent le travail au sein du réseau des intervenants, hein. On a ce que montrent les travaux
en sociologie des sciences, c'est que les technologies diminuent rarement le travail, plus souvent elles le redistribuent, elles le transforment, et en l'occurrence, c'est ce qu'ont montré d'autres recherches, et c'est en bonne part ce à quoi on aboutit aussi. Comment ça s'intègre dans toute l'écologie des artefacts des différents acteurs, avec l'idée que ce travail de santé comporte une dimension importante de production d'informations et de communication, et donc notamment du fait d'un travail d'articulation qui est comme démultiplié par la diversité des cheminements de patients. Alors, rapidement pour mémoire, donc cette notion de travail de santé de Strauss, c'est cette idée que le patient, notamment les patients atteints de déficience, de maladies chroniques, l'idée en cela que la e-santé, c'est important de distinguer les personnes qui font du suivi de leurs variables en n'étant pas concernés par des maladies chroniques, et les patients atteints de maladies chroniques. Il y a des différentiels majeurs de rapport à son corps et à la maladie. Donc, en l'occurrence, ce qu'on dit sur la e-santé, c'est souvent parfois un peu abusif quand on circule de l'un à l'autre. Ce travail tient au travail directement lié à la maladie, et ce qu'on interroge avec d'autres, c'est comment, notamment avec la e-santé, on étend le champ d'intervention nécessaire des patients. C'est aussi prendre en compte tout le travail de la vie quotidienne, se nourrir, faire de l'exercice physique, et en l'occurrence, pour les patients atteints de déficience cardiaque, c'est particulièrement le cas, des limitations sur des régimes pauvres en sel, de l'exercice physique, avec tout un ensemble, donc une éducation thérapeutique des patients qui est investie, qui existe au-delà en dehors de la e-santé, mais qui là est investie dans les dispositifs de e-santé. Sachant que Strauss nous dit qu'une dimension du travail aussi importante, c'est le travail biographique qui consiste à recoller des morceaux de vie, à se reconstruire des perspectives à court, moyen, long terme, et ce qui, en l'occurrence, est très diversement pris en charge dans ces dispositifs, éventuellement, avec une hypothèse qu'on peut faire, c'est que avec la e-santé, et notamment certains modèles portés par le ministère de l'économie et ses prospectives en matière de e-santé, on est il parle de chaîne de la valeur de la santé, considérer la santé comme un marché, et il segmente les prestations entre télésurveillance, soit physique, soit émotionnelle, soit d'accompagnement, de telle sorte que la question de comment se fait une prise en charge complète et adaptée est un peu laissée à la responsabilité des patients ou de ceux qui les accompagnent, mais en tout cas n'est pas forcément prise en charge en tant que telle. Alors, autre point à se rappeler, c'est que souvent, dans ces dispositifs, les concepteurs projettent des usagers types qui leur ressemblent. Ça, c'est un enseignement plus général en sociologie des techniques. Pour avoir entendu des industriels présenter leurs dispositifs, en général, et ça se voit aussi sur les supports de communication avec les photos qui sont mobilisées, les exemples qui sont donnés. On est sur des patients classe moyenne, classe supérieure. On fait référence donc à des personnes éduquées, accoutumées aux technologies. On est aussi, alors ça se veut moderne, mais on est sur des modèles extrêmement genrés du siècle dernier, avec des archétypes hommes-femmes, parents-enfants, les conjoints sont, les couples sont stables, les enfants sont juste à côté, peuvent se précipiter chez leurs parents. Enfin, on est sur des modèles complètement hors sol quand on voit les transformations de la société. Et en général, une totale ignorance des questions d'inégalité sociale, de différence sociale, culturelle. Il y a un modèle implicite de référence qui tient compte d'aucune différenciation de cet ordre.
C'est aussi d'ailleurs l'idée d'un patient qui, comme souvent dans les politiques publiques, hein, on parle de démocratie sanitaire ou du patient citoyen, mais en fait un patient dont le rôle se serait essentiellement accru dans le fait qu'on devrait lui donner de l'information, il devrait participer aux décisions, mais ce patient, il ne fait rien dans ces principes-là. Ou alors, il est censé faire très peu de choses, on ramène à très peu de choses qu'il fait, sachant que l'idéal, et là aussi dans les documents des promoteurs de la e-santé, c'est de pouvoir contourner l'intervention du patient, c'est-à-dire lui mettre des capteurs sur lui-même, voire les insérer dans son corps pour faire qu'il n'y ait aucune médiation du patient et même des soignants de proximité, comme si ils étaient des facteurs des sources possibles voilà, de distorsion de l'information. Alors, par exemple, ce qu'on a étudié, le dispositif de suivi de patients atteints de déficience cardiaque, donc je vous ai mis les questions auxquelles ils doivent répondre tous les jours à la même heure, après s'être pesés tous les jours, normalement à la même heure. Donc, on a étudié, mais ça apparaît dans le document publié de la SFIC, notamment toute la façon dont le matériel technique prescrit une façon de faire et de répondre. Tout cela étant soutenu, relayé par les infirmières à distance, avec des effets de distorsion entre la temporalité de la machine et la temporalité effective du patient et de ce à quoi on se réfère. Dans ces questions, on demande aussi bien ce qui s'est passé la nuit dernière, ce qu'il est en train de faire, de le comparer, on ne sait pas trop par rapport à quelle période. Vous voyez, il y a tout un implicite dans ces questions qui est de fait assez complexe. Le postulat qui est promu c'est l'idée que ça ne prendrait pas plus de 5 minutes et ça se ferait très simplement. Or, ça s'avère, nous disent les patients, très complexe. Comment reconnaître les signes significatifs dans cet enchevêtrement de mots et avec aussi toute la question du rapport au corps et de la capacité à détecter ces signes qui sont socialement construits. Là, pour des patients qui nous disent, ben voilà, être plus fatigué que la veille, on me demande ça de bon matin, donc voilà, c'est un petit peu où voilà, il y a des questions pas du tout pertinentes et pour le coup, les catégories de Vachimon et Colomb, de désémantisation et discrétisation me semblent intéressants à travailler parce qu'on est sur une production de signes qui sont asignifiants pour les patients et donc qui ne sont en fait comme des sortes de capteurs d'un dispositif. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On les voit ils se mettent à catégoriser comme la machine, puisque la machine, par exemple, regroupe la notion de poids au kilo, donc certains vont nous dire, je réponds comme une machine, puisque c'est finalement en bonne part ce qu'il leur est demandé. Certains se rebellent et vont faire grève ou vont rendre le boîtier. Alors, ce qu'on constate aussi, et ça, c'est pas seulement dans notre étude, c'est qu'il n'y a pas ces patients responsabilisés, mais ils ne sont pas équipés. Donc, en l'occurrence, du coup, ils sont amenés à suivre leur poids sur un papier, souvent. Et là aussi, comme le renouvellement constant, on peut se dire, voilà, c'est un défaut de conception, mais en creusant, on peut s'interroger sur le fait de savoir si c'est pas relativement volontaire, au sens où il y a des vrais enjeux de responsabilité, une responsabilité médicale et une responsabilité sur les alertes, et que cloisonner, c'est délimiter le champ de sa responsabilité. Et donc, des systèmes qui s'énoncent comme des systèmes plateformes, comme des systèmes transverses, se construisent sur le cloisonnement. En tout cas, c'est ce qu'on a observé. Donc, c'est du coup, du côté de cette production d'information, on a des patients, alors j'ai un peu, mais j'utilise cette image parce qu'en même temps, quand on écoute les patients nous parler de leur parcours, c'est l'idée de ces patients migrants organisationnels qui ne cessent d'aller se retrouver dans toutes sortes de lieux avec toutes sortes d'interlocuteurs, de traverser ces frontières et dont l'intégration informationnelle n'est que manuelle et c'est en bonne part
eux qui font ce travail d'intégration manuelle de l'information, c'est-à-dire se constituent leur dossier, le surveillent, l'amènent avec eux, le transmettent. Et donc, cette fameuse interopérabilité dont on nous parle depuis 30 ans, elle est en bonne parfaite par les patients eux-mêmes. Donc, ces patients, ils sont amenés à écrire, décrire, prescrire, voire prescrire au sens d'essayer d'orienter ce qu'on va leur faire. Et ils doivent travailler leur dossier. On a donc tenir son dossier, vérifier, rendre compte, certains ayant même élaboré un CV de santé pour être sûr que tout ce qui leur était arrivé soit pris en compte dans les interactions médicamenteuses. Et donc très souvent, voilà, j'ai tout mon dossier, je vérifie, c'est un vrai volet du travail des patients. Sur le travail de la vie quotidienne, il y a une bonne part des légitimations de ces dispositifs tiennent à cette prescription d'éducation thérapeutique qui en plus là aussi, on retrouve les questions de responsabilité, c'est-à-dire que faire de l'éducation thérapeutique, ce n'est pas empiéter sur le médecin. Donc, dans l'affichage des dispositifs, c'est une façon assez confortable d'argumenter sur un dispositif. Moyennant quoi, ces prescriptions d'éducation thérapeutique, elles touchent à des dimensions clés de la construction identitaire, le régime alimentaire, la mobilité, le rapport à soi. Et il y a tout un ensemble de valeurs normatives qui sont portées par ces dispositifs et qui rentrent en tension avec les croyances et les impensés, d'ailleurs tant du côté des médecins que des profanes. Ce que l'on constate, c'est que dans ces dispositifs, le fait qu'on soit à distance sur des supports formalisés, on a des prescriptions qui tendent en partie à être rigidifiées, désingularisées par rapport aux situations de patients, et donc des tensions qui peuvent exister entre le fait justement de rendre ces prescriptions acceptables et éventuellement mobilisables par les patients et cette distance qui tire plutôt vers la prescription, la recommandation standard généralisée. Alors, ce qu'on a observé, c'est comment les infirmières font tout un travail pour construire de la proximité à distance, et nos nouveaux terrains nous intéressent plus particulièrement de ce point de vue-là, parce qu'on peut assister aux interactions. Et donc, en reprenant les travaux de Malone, on a pu observer comment elle crée déjà de la proximité physique avec tout ce qui peut se traduire autour du son, parce qu'il y a quand même cette proximité-là. Et puis, une proximité narrative, tout un travail sur le récit consigné dans leurs propres dossiers qu'elles vont reprendre là où il était resté, de façon à ce que le patient ait l'impression d'avoir la même interlocutrice et d'avoir une continuité dans l'échange, et avec toute la question aussi de la proximité morale, comment ces infirmières sont en fait amenées à assumer le fait de rencontrer le patient comme être humain, avec répondre à ces questions, avec toute la difficulté que quand on est sur des dispositifs marchands, ce que nous avons observé, c'est un contexte d'expérimentation où la qualité investie dans la relation était maximale, mais des dispositifs qui ont été étudiés au Royaume-Uni ont montré des infirmières qui devaient suivre 1000 patients. Et là, on est comme dans les call centers avec X minutes et des infirmières qui sont dédiées à des segments d'interaction. Et là, la prise en charge, la proximité morale n'est pas un peu oubliée. Donc, ce qu'on observe, c'est des infirmiers de parcours de soins et de télésuivi qui ne cessent aussi de composer, de recomposer, de chercher à mettre en cohérence, en adéquation avec des outils, pour le coup, on a parlé des outils informatisés complètement explosés, complètement non compatibles, et à se construire des outils intermédiaires. Et donc, en conclusion, notre chantier, c'est de continuer à chercher à caractériser tout ce travail invisibilisé, à la fois de la part des patients, des aidants, des autres intervenants, parce que
Voilà, c'est une hypothèse que la e-santé repose beaucoup sur de l'invisibilisation d'un travail qui est sorti de la sphère marchande, mais qui est tout à fait conséquent, et donc de mieux cerner les évolutions requises, donc au niveau de la production d'informations, du travail de coordination et de toute cette production de sens sur la vie quotidienne, et puis aussi le travail biographique sur lequel il y a encore beaucoup à faire pour cerner ce qui se passe. Merci. Merci.